안녕하세요. 오니바입니다. 오늘은 2022년에 노벨 문학상을 수상한 작가인 아니에 오노가 2008년에 출간한 책 세월에 대해 이야기하려고 합니다. 이 책은 1940년대부터 2006년까지 정치, 사회, 역사적 배경 속에 있는 개인의 기억을 고찰하는 작품으로서 프랑스 사회에 대한 집단 자서전 같은 글이기도 합니다. 이 책에 그려진 여러 역사적 기록 중 이번 영상에서는 68혁명 당시의 상황만 떼어내어 집중 조명해 보려고 합니다. 68운동은 계층 간, 남녀 간 불평등, 전통적인 권위주의, 베트남 전쟁 등에 항의하며 대학에서부터 촉발된 강력한 시위로 현재 우리가 알고 있는 프랑스 사회의 모습을 형성하는 데 큰 영향을 끼친 사건입니다. 오늘은 실제 68운동이 역사 속에 어떻게 기록되어 있는지 과거 영상 기록물을 통해 살펴보고 세월에 언급된 구절들을 함께 읽어볼 텐데요. 이를 통해 시대적 전환기 속 아니에 오노 개인의 삶과 감정이 어떻게 표현되어 있는지, 그리고 68운동이 현대 프랑스 사회에 어떠한 영향을 주었는지 알 수 있는 기회가 될 것이라고 생각합니다. 이 영상은 프랑스어를 공부하시는 분, 아니에 오노를 좋아하시는 분, 혹은 프랑스 현대 역사에 관심 있는 분들이 보시면 좋을 것 같네요. Qui pouvait, en effet, prévoir l'imprévisible? La France gaulienne prospérait. Fouettée par une croissance sans précédent de la production industrielle, l'Hexagone se transforme. Le pays se modernise. En quelques années, le chambardement est inouï. L'impératif économique prime. Les responsables sont convaincus que le progrès technique, l'abondance matérielle, résoudront les tensions sociales. Les biens d'équipement qui déferlent dans les vitrines donnent l'impression que la société tout entière est entrée dans l'ère de la consommation. C'est aller vite en besogne. L'expansion miraculeuse creuse également les inégalités. (68년) 이전의 프랑스 여성들은 성적 자유가 매우 제한되어 있었습니다. 예를 들어 여성들은 결혼 전까지는 처녀여야 했고 이혼이나 낙태 등도 금지되어 있었죠. 또한 남성과 여성 간의 불공정한 성적 차별이 일상적이었습니다. 이러한 상황은 여성들이 사회적으로 억압되어 있는 것으로 여겨졌습니다. 아니에 오노는 자기 자신이 여성이기도 했고 이에 대한 문제의식이 강했던 탓인지 책에서 굉장히 구체적으로 당시 여성의 성에 대해 언급하고 있습니다. À l'habillement, on distinguait des petites filles des adolescentes des jeunes filles, les jeunes filles des jeunes femmes, les mères des grands-mères, les ouvriers des commerçants et des bureaucrates. Le sexe était le grand soupçon de la société qui envoyait les signes partout, dans les décolletés, les jupes étroites, les vernis à ongles rouges, les sous-vêtements noirs, le bikini, la mixité, l'obscurité des salles de cinéma, les toilettes publiques, les muscles de Tarzan, les femmes qui fument, croisent les jambes, le geste de se toucher les cheveux en classe, etc. Il était le premier critère d'évaluation des filles, les départager en comme il faut et mauvais genre. La honte ne cessait pas de menacer les filles, leur façon de s'habiller et de se maquiller, toujours guettée par le trop. Court, long, décolleté, étroit, voyant, etc. La hauteur de leurs talons, leur fréquentation, leur sortie et leur rentrée à la maison, le fond de leurs culottes chaque mois, tout d'elles était l'objet d'une surveillance généralisée de la société. À celles qui étaient obligées de quitter le giron familial, elle fournissait la maison de la jeune fille, la cité universitaire séparée de celle des garçons pour les protéger des hommes et du vice. Rien, ni l'intelligence, ni les études, ni la beauté ne comptaient autant que la réputation sexuelle d'une fille, c'est-à-dire sa valeur sur le marché du mariage dont les mères, à l'instar de leur mère à elles, se faisaient les gardiennes. Si tu couches avant d'être marié, personne ne voudra plus de toi. Sous-entendu,
sauf en autre revue du marché, côté masculin, en infirme ou en malade, ou pire, en divorcé. La fille mère ne valait plus rien, n'avait rien à espérer, sinon l'abnégation d'un homme qui accepterait de la recueil avec le produit de la faute. Jusqu'au mariage, les histoires d'amour se déroulaient sous le regard et le jugement des autres. Prise entre la liberté de Bardot, la raillerie des garçons qu'être vierge c'est malsain, les prescriptions des parents et de l'Église, on ne choisissait pas. Personne ne se demandait combien de temps ça durait, l'interdiction d'avorter et de vivre ensemble sans se marier. Les signes de changement collectif ne sont pas perceptibles dans la particularité des vies, sauf peut-être dans le dégoût et la fatigue qui font penser secrètement « rien ne changera donc jamais » à des milliers d'individus en même temps. Nous n'étions pas adultes. La vie sexuelle restait clandestine et rudimentaire, hantée par l'accident. Nul n'était censé en avoir une avant le mariage. Les virginités étaient incertaines, la sexualité une question mal résolue sur laquelle les filles épiloguaient des heures dans les chambres de la cité universitaire où aucun garçon n'était autorisé à pénétrer. Dans les lycées, les filles doivent porter des blouses, le pantalon n'est pas autorisé. Quant à la pilule, il a fallu que quelques pionniers bataillent ferme pour la faire admettre. Le plus défendu, ce qu'on n'avait jamais cru possible, la pilule contraceptive, était autorisée par une loi. On n'osait pas la réclamer aux médecins qui ne la proposaient pas, surtout quand on n'était pas marié. On sentait bien qu'avec la pilule, la vie serait bouleversée, tellement libre de son corps que c'en était effrayant, aussi libre qu'un homme. (2차 대전 직전까지만 해도 대학생은 소수였고 프랑스에서 노동자의 자녀가 대학에 간다는 것은 매우 어려운 일이었죠. 그러나 경제적 번영과 전후 평등에 대한 사회인식의 변화로 50년대를 지나면서 대학생 수가 크게 늘면서 학생 수 대비 교수 부족, 강의실 부족, 도서관 서적 부족 등의 문제로 교육의 질이 저하됩니다. 한편 기숙사에서는 남녀 학생의 왕래를 금지했고 대학에 들어갔어도 많은 대학생들이 가난했습니다. 이에 대해 자신들의 문제가 자본주의 체제 하에 약자의 현실과 밀접하게 연관되어 있다는 것을 깨달은 학생들은 분노하게 되었습니다. 그러나 당시 프랑스 정부는 샤를드골 체제 하에서 보수적이고 권위주의적인 정책을 취하며 시민들로부터 비판받고 있었습니다. La jeunesse se révolte contre des interdits d'un autre âge. Une rébellion hédoniste, existentielle, anti-autoritaire fonde les soubresauts de 68. Le quartier latin explose sous les effets de la croissance des effectifs étudiants. Ils ont presque triplé en 10 ans. L'accès à l'université s'est démocratisé et les enfants des couches moyennes sont particulièrement sensibles à la misère étudiante. Public, privé, l'école se ressemblait, lieu de transmission d'un savoir immuable dans le silence, l'ordre et le respect des hiérarchies, la soumission absolue. Porter une blouse, se mettre en rang à la cloche, se lever à l'entrée de la directrice, mais non d'une surveillante, se munir de cahiers, plumes et crayons réglementaires. Ne pas mettre en hiver un pantalon sans une jupe par-dessus. Le droit de poser des questions n'appartenait qu'aux professeurs. Les jeunes arrivaient de plus en plus nombreux, les maîtres d'école manquaient. On n'avait le droit de rien, ni voter, ni faire l'amour, ni même donner son avis. Pour avoir le droit à la parole, il fallait d'abord faire ses preuves d'intégration au modèle social dominant,
entrer dans l'enseignement, à la poste ou à la SNCF, chez Michelin, Gillette, dans les assurances. Gagner sa vie. La guerre du Vietnam cristallise les valeurs de contestation. De Berlin à Tokyo, Berkeley ou Rome, la fièvre révolutionnaire s'enflamme pour la lutte d'un petit peuple martyrisé par la plus grande puissance du monde. Les figures boursouflées par le napalm dans les rizières d'Indochine ont largement contribué à la radicalité d'une génération en révolte contre la société. L'humanité avait un visage barbare et l'Occident capitaliste en était coupable. Le 20 mars 68, des militants qui avaient cassé la vitrine de l'American Express sont interpellés. Pour protester contre leur arrestation, le 22 mars, 142 étudiants, emmenés par un rouquin, élève en sociologie, passent à l'action. 체포된 이들의 석방을 요구하며 소르본 대학생 몇 명이 학장실을 점거하는데 프랑스 정부는 이 요구를 묵살하고 오히려 학교 안으로 무장경찰을 투입합니다. 경찰의 과도한 폭력 진압을 목도한 일반 학생들마저 합세하면서 경찰과 학생들은 극단적으로 대치하게 되는데 당시 TV가 막 보급되던 시절이라 이 모습이 그대로 TV 생중계됩니다. 학생들이 경찰에 구타당하는 모습에 충격을 받은 국민들까지 점차 이 시위에 지지를 보내기 시작합니다. 5월 10일 밤 파리 라탱 지구에 바리케이트가 등장하고 이후 고등학생, 여성, 노동자 등 너나 할 것 없이 거리로 나오는데 특히 프랑스 양대 노조인 노동총동맹과 민주노동연맹이 연대하면서 프랑스 전역에 걸쳐 대규모 시위와 파업으로 이어지게 됩니다. De violents affrontements éclatent, la tension monte d'un cran. La poussée de fièvre a surpris par son ampleur et le degré de sa violence, pas connu ici depuis longtemps. Près de 400 étudiants sont arrêtés. La semaine suivante, l'agitation se propage dans les villes de province. Le mouvement prend de l'ampleur. Les étudiants sont dans la rue. Le 10 mai, des dizaines de milliers d'étudiants rejoignent les manifestations. Quand la nuit vient, la violence atteint son paroxysme. Paris prend des allures de bastion révolutionnaire. Au petit matin, le quartier latin semble avoir été balayé par une tornade. Et tandis qu'on fait le bilan de la nuit, on se demande ce que réserve la nouvelle journée qui commence. Le 13 mai, les syndicats appellent à la grève et les travailleurs descendent dans la rue. À la fronde étudiante se greffe alors un vaste mouvement social. Des manifestations massives éclatent dans tout le pays. Les ouvriers qui réclament de meilleures conditions de travail et de salaire occupent les usines. En quelques jours, la France est paralysée par le plus important mouvement de grève de son histoire. Près de 10 millions de personnes y participent. C'était un printemps pareil aux autres. On avait suivi les Jeux olympiques d'hiver, lu Alice ou la vraie vie, changé fièrement la R8 contre une berline Fiat, commencé d'étudier Candide avec les premiers jets, ne prêtant qu'une attention vague aux troubles dans les universités parisiennes relatées à la radio. Comme d'habitude, ils seraient réprimés par le pouvoir. Mais la Sorbonne fermée, les épreuves écrites du CAPES n'avaient pas lieu. Il y avait des affrontements avec la police. En soir, on a entendu des voix haletantes sur Europe 1. Il y avait des barricades au quartier latin, comme à Alger 10 ans plus tôt, des cocktails Molotov et des blessés. Maintenant, on avait conscience qu'il se passait quelque chose. Et on n'avait plus envie de reprendre le lendemain la vie normale. C'était un autre temps. Nous nous reconnaissions dans les étudiants à peine plus jeunes que nous, balançant des pavés sur les CRS. Ils renvoyaient au pouvoir à notre place ces années de censure et de répression, le matage violent des manifestations contre la guerre en Algérie, les ratonnades, la religieuse interdite et les déesses noires des officiels. Ils nous vengeaient de toute la contention de notre adolescence, du silence respectueux dans les amphis, de la honte à recevoir les garçons en cachette dans les chambres de la cité.
C'est en soi-même, dans les désirs brimés, les abattements de la soumission, que résidait l'adhésion au soir flambant de Paris. Le lendemain, le Premier ministre Georges Pompidou promet des avancées sociales et commence des négociations avec les syndicats. Elles aboutissent aux accords de Grenelle qui proposent notamment une augmentation des salaires, une réduction du temps de travail, la mise en place d'allocations familiales. Mais, jugés insuffisants, ils sont immédiatement rejetés par la rue et les grèves se poursuivent. On ne s'avisait pas qu'il n'émergeait aucun leader ouvrier. Avec leur air paterne, les dirigeants du PC et des syndicats continuaient à déterminer les besoins et les volontés. Ils se précipitaient pour négocier avec le gouvernement, qui ne bougeait pourtant presque rien, comme s'il n'y avait rien de mieux à obtenir que l'augmentation du pouvoir d'achat et l'avancée de l'âge de la retraite. En les regardant au sortir de Grenelle, articuler pompeusement avec des mots qu'on avait déjà oubliés depuis 3 semaines, les mesures auxquelles le pouvoir avait consenti, on se sentait refroidi. On replongeait dans le doute avec la dissolution de l'Assemblée, l'annonce des élections. Quand on a vu déferler sur les Champs-Élysées une foule sombre, avec Debray, Malraux et les autres bras dessus, bras dessous, dans une fraternité factice et lugubre, on a su que tout allait finir. Le 30 mai, le général de Gaulle préside un conseil des ministres, puis fait connaître ses décisions à la radio. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Dans la soirée, une foule de 500 000 personnes se rassemble sur les Champs-Élysées pour lui témoigner son soutien. Inquiets de la violence et de l'agitation dans le pays, ces Français s'en remettent à lui. L'ordre revient. Il n'était plus possible d'ignorer qu'il y avait tout monde. Il faudrait choisir. Les élections, ce n'était pas choisir, c'était reconduire les notables en place. De toute façon, la moitié des jeunes n'avaient pas 21 ans, ils ne votaient pas. Au lycée, à l'usine, à la CGT et le PC commandaient la reprise du travail. Sur les lieux de travail, les gens se divisaient en 2 catégories. Les grévistes de mai et les non-grévistes séparés par le même ostracisme. Le mois de mai était devenu le mode de classement des individus. Quand on rencontrait quelqu'un, on se demandait de quel côté il avait été pendant les événements. De l'un ou l'autre bord, c'était la même violence. On ne se pardonnait rien. 시위가 길어지고 무질서에 염증을 느끼던 사람들로 인해 그해 6월에 치러진 총선에서 보수파가 압승을 거둡니다. 정치 세력은 여전히 우파가 잡고 있었기 때문에 당장은 68 혁명이 실패한 것처럼 보이지만 68년 5월의 혁명은 이미 프랑스 내 엄청난 변화를 가져오고 있었습니다. On voyait et on entendait ce qu'on n'avait jamais vu ni entendu depuis qu'on était né, ni cru possible. Il n'y avait plus d'espace institutionnel et sacré. Les profs et les élèves, les jeunes et les vieux, les cadres et les ouvriers se parlaient, les hiérarchies et les distances se dissolvaient miraculeusement dans la parole. Rien de ce qu'on considérait jusqu'ici comme normal n'allait de soi. La famille, l'éducation, la prison, le travail, les vacances, la folie, la publicité, toute la réalité était soumise à examen. Il était accordé à chacun, pourvu qu'il représente un groupe, une condition, une injustice, de parler et d'être écouté, intellectuel ou non. Avoir vécu quelque chose en tant que femme, homosexuelle, transfuge de classe, détenu, paysan, mineur, donnait le droit de dire « je ». Il y avait une exaltation à se penser en termes collectifs. Des porte-paroles s'élevaient spontanément de prostituées, de travailleurs en grève.
Les garçons et les filles étaient maintenant partout ensemble. La distribution des prix, les compétitions et la prose supprimée. Les notes remplacées par les lettres de A à E. Les élèves s'embrassaient et fumaient dans la cour, jugeaient à voix haute le sujet de rédaction débile ou génial. 68 이후 여성들은 전통적으로 부과된 역할에서 벗어나 자신의 몸과 성적 욕망에 대해 공개적으로 이야기하기 시작합니다. 가히 성적 혁명이 일어난다고 볼 수 있죠. Les hontes d'hier n'avaient plus cours. La revue Parents enseignait aux femmes frigides à se stimuler jambes écartées devant un miroir. Dans un tract distribué dans les lycées, le docteur Carpentier invitait les élèves à se masturber pour tromper l'ennui des cours. Tout ce qui avait été interdit, péché innommable, était conseillé. On s'habituait à voir des sexes à l'écran. On envisageait de faire l'amour à trois. Le discours du plaisir gagnait tout. Il fallait jouir en lisant, écrivant, prenant son bain, déféquant. C'était la finalité des activités humaines. On se sentait capable de quitter mari et enfant, de se délier de tout et d'écrire des choses crues. Pour la première fois, on se représentait sa vie comme une marche vers la liberté. Ça changeait beaucoup. Un sentiment de femme était en train de disparaître, celui d'une infériorité naturelle. 1969년 드골이 국민투표 불신임으로 대통령직에서 물러나자 퐁피두가 당선됩니다. 하지만 희귀질환으로 퐁피두가 갑자기 사망하자 74년 발레리 주스카르 데스탱이 대통령이 됩니다. 새 정부에서 내각의 유일한 여성 장관이 된 시몬 베이유는 임신 중단을 합법화하는 데 전력을 쏟습니다. 유태인이었던 그녀는 16살 때 아우슈비츠 수용소에 있다가 45년 연합군에 의해 구출된 생존자로서 상징적인 인물입니다. Nous étions ébranlés par le vote à 18 ans, le divorce par consentement mutuel, la mise en débat de la loi sur l'avortement, avions failli pleurer de rage en voyant Simone Veil se défendre seule à l'Assemblée contre les hommes déchaînés de son propre camp et l'avions mise dans notre panthéon à côté de l'autre Simone de Beauvoir. 68년 이후 노동시간의 단축과 노동자의 권리 증진을 위한 법률 개정 등의 노동자 보호 정책이 도입되었고 여성의 사회 참여와 성평등을 위한 제도 개혁도 이루어졌습니다. 자유로운 연애와 결혼 형태가 등장하면서 결혼을 하지 않은 부부들과 동거를 선택하는 사람들이 점점 더 많아졌죠. 1975년에는 드디어 낙태가 합법화되면서 여성들은 더 많은 권리를 가지고 자신의 삶을 제어할 수 있게 되었습니다. 또한 인종과 이민 문제에 대한 인식 변화가 일어나면서 다문화주의와 이민자 권리 보호 등의 정책도 이루어졌습니다. 예술과 문학에서도 자유롭고 열린 분위기가 조성되면서 대중 커뮤니케이션의 확산과 정보의 개방에도 큰 역할을 했습니다. 68 운동이 현재 프랑스 사회에 미친 영향은 다양하고 광범위하다고 할 수 있습니다. 이 책을 통해 68 혁명에 대해 더욱 깊이 있는 이해를 할 수 있으셨길 바라면서 많은 분들께 세월을 읽어보시기를 추천드립니다.